Je vous propose donc de poursuivre avec une nouvelle séquence au cours de laquelle nous allons parler de l'esthétisme, de l'art et du beau dans la prévention. Selon un rapport de l'OMS de 2019, la pratique active ou passive de l'art est bénéfique donc pour notre santé, qu'il s'agisse de musique, de cinéma, de chant, de peinture, de design. Nous allons voir avec nos invités donc comment justement l'art peut nous rendre en meilleure santé, peut nous apporter des bienfaits, et comment donc l'art pourrait être aussi de ce fait utilisé dans des établissements de santé. Pour parler de ce sujet tout à fait passionnant, nous avons donc le plaisir d'accueillir le docteur Pierre Lemarquis, donc, qui est neurologue, président de l'association L'Invitation à la Beauté, qui est auteur de l'ouvrage L'art qui guérit. Également Dominique Spies, qui est présidente de l'association Culture et Hôpital, et le docteur Aïcha Ndoye, chirurgienne gynécologue et scénologue à la Polyclinique de Bordeaux. Pour animer ce débat, Anne Jean-Blanc, journaliste responsable éditorial santé des Forums du Point. Et Anne, je pense que vous nous réservez une petite surprise. C'est pas moi, mais il y a une vraie surprise, oui, effectivement. On parle de prévention depuis hier matin, on parle de bienfaits pour la santé. On va vous le prouver, comment ça fait du bien l'art pour la santé. Aïcha, en piste. Musique. Il n'y a pas la musique ? When the night has come and the land is dark, the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, you'll just stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Merci. Ce pur moment de bonheur, les patients d'Aïcha ont la chance de l'avoir parce que Aïcha est médecin, gynécologue, chirurgien et elle chante pour ses patients. Voilà. Donc c'est une preuve vraiment du bienfait de l'art sur la santé. Racontez-nous comment vous avez commencé, parce que vous avez une voix exceptionnelle. Finalement, vous auriez peut-être fait carrière autrement. Peut-être. Alors moi, je chantais avant, quand j'étais un peu plus jeune, et j'ai beaucoup hésité entre la médecine et la musique.
Mais ce qui me passionnait, c'était la médecine, finalement. Et c'est ce que j'ai fait. Et à un moment, les deux se sont recoupés, et de manière assez fortuite, parce que la première fois que je l'ai fait, c'était pour une patiente qu'on voulait opérer et qui était très, très anxieuse, très agitée, qui ne voulait pas en fait finalement arriver au bloc. Elle ne pouvait plus se faire opérer, on ne pouvait pas la perfuser, l'endormir. Et puis l'anesthésie totalement démunie me dit bon, de toute façon on pourra pas le faire. Et je me suis dit je vais chanter, on va voir ce que ça donne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai chanté comme ça a cappella et ça a permis de la captiver finalement. Et on a pu l'endormir comme ça. Et finalement, j'ai commencé à le faire et à me rendre compte que ça marchait super bien. Et je l'ai adapté au reste de mon activité. Donc, je l'ai fait au bloc opératoire, en consultation de temps en temps. Et ça me permet de gérer l'anxiété des patientes. Alors ça, c'est pour les patients, ce qui se conçoit bien. Je pense que pour les équipes du bloc, ça a un effet extrêmement positif. Ça doit être... Je pense que quand vous opérez dans le calme. J'imagine, après, tout le monde est détendu. Oui. Alors, peu importe la situation, des fois, on est dans une situation assez stressante, ce qui est normal dans notre métier. Et c'est vrai qu'avant l'intervention, le fait de chanter, ça permet de calmer tout le monde. Tout le monde se calme, tout le monde se reconcentre surtout. Et puis après, ça permet de pouvoir intervenir dans de meilleures conditions. Et c'est vrai que les équipes, en tout cas au bloc, je ne travaille pas toute seule, bien sûr, sont contents d'être dans ma salle pour pouvoir... Et sur vous, ça fait quoi? Pour vous aussi, c'est une façon, je ne sais pas, de décompresser? Oui, je le fais pour les patientes, mais je le fais aussi pour moi. Des fois, je le fais pour des patientes qui n'en ont pas besoin. Mais parce que moi, ça me permet aussi de me recentrer sur ce que je fais et ce moment où je chante pour la patiente, en fait, finalement, ça me permet de me dire, attention, là, tu vas opérer une patiente, elle compte sur toi. Et puis souvent, il y a un contact visuel qui se fait. Et là, direct, ça me calme et je me dis, vas-y, maintenant, c'est ton moment, il faut que tu fasses ce qu'il faut. Alors, docteur Lemarquis, vous êtes neurologue. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai des frissons quand je l'entends. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On l'a tous eu. Hein. Oui. Je pense qu'on a fait on a eu des frissons immédiatement quand Aïcha a chanté. Eh ben, c'était une libération de morphine endogène. Vous voyez, notre corps, il fabrique de la morphine, donc c'est bien utile au bloc opératoire. Donc, cette morphine, elle nous donne ce qu'on appelle cette piloérection, ces frissons qui sont bloqués par des antagonistes de la morphine. Quoi. Donc, on a eu notre cerveau inondé de morphine, ce qui est parfait pour une opération. Donc, moins d'anesthésie, moins de temps en salle de réveil, moins d'infections hospitalières, donc tout est parfait avec le pouvoir de la voix. Alors, l'art, comme ça, agit sur notre cerveau. Alors, Glenn Gould disait qu'il fallait une demi-heure pour apprendre à jouer du piano. Enfin, il était un peu optimiste, avec une grosse concentration. Moi, je dis qu'il faut 2 minutes pour apprendre la neurologie. Alors, on va essayer. On a 2 cerveaux, pour être schématique, quoi. Un qui, on peut dire, qui est dédié pour Apollon, quoi. Donc, il capte les informations, il les compare à ce qu'on a en mémoire, puis avec notre beau lobe frontal qui nous permet d'agir sur le monde, il nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Donc ça c'est bien, mais c'est de l'ordinateur. On vient d'en avoir tout de suite une expression. Donc si on avait que ça, on serait des ordinateurs. Heureusement, on a une autre partie dans notre cerveau qui est le système du plaisir et de la récompense qui vient de s'activer tout de suite avec Aïcha. Et donc lui, il nous sécrète plein de substances qui nous donnent envie de vivre. Vous voyez, donc d'un côté, on nous explique ce qu'il faut faire pour rester en vie, et de l'autre, on nous donne envie de vivre. Ils sont jamais d'accord. Hein. On a plein d'exemples de gens dont personne contestera l'intelligence et qui ont fait des grosses bêtises. Bon, on ne donnera pas d'exemple, hein, tout le monde en a en tête. Voilà. Donc l'art agit sur les deux. Ça veut dire qu'il sculpte et qui caresse notre cerveau. Donc il sculpte parce qu'il améliore notre connectique dans le cerveau. Quand on entend quelqu'un chanter, comme ça on développe notre audition, la finesse d'audition. Vous ne connaissez rien au jazz, vous allez écouter du jazz, et finalement, au bout d'un moment, vous allez repérer les thèmes, donc ça va être beaucoup plus agréable à écouter. Pareil avec Jean-Sébastien Bach, vous voyez, des choses comme ça, donc vous le développez. Et puis après, vous faites tout de suite marcher votre lobe frontal, vous n'êtes pas surpris qu'une partie de notre mémoire soit là, soit en avant, puisque pour aimer, pour apprécier une musique, il faut se souvenir un peu de ce qu'on a entendu pour aller vers la suite. Donc vous voyez, les enfants qui font une demi-heure de musique par jour, ils développent la façon dont ils peuvent exécuter des choses, comme ils peuvent agir sur le monde, vous voyez, c'est pas... Donc, action
sculpter le cerveau, et puis action sur ce système du plaisir de la récompense. Donc on a vu déjà la morphine endogène, mais il y a surtout, alors on en parle souvent, la dopamine, donc la dopamine qui nous sert pour bouger, qui manque dans le Parkinson, mais qui nous sert pour bouger, mais qui est surtout responsable de notre élan vital. Vous voyez, là on entend cette chanson, on a envie de faire plein de choses, enfin, donc c'est parfait, on a envie de guérir, quoi, on a envie d'aller plus loin, et puis ça sécrète tout un tas de substances qu'on retrouve dans les antidépresseurs. Vous voyez, donc effet à la fois de sculpture, effet pour le bien-être. Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire avec l'art, que ce soit quelques formes d'art, c'est par exemple l'art visuel, vous regardez la Joconde, bon, évidemment, vous avez la partie de votre cerveau qui correspond à la vision, qui va s'allumer avec tous les détails, hein. Mais juste à côté, il y a une partie qui s'allume toujours quand on regarde quelqu'un, une entité biologique. Là, on se regarde, cette partie du cerveau s'allume. Donc, quand vous êtes devant la Joconde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez devant Mona Lisa. Ce n'est pas une peinture, c'est quelque chose de vivant. Quand vous entendez une musique, vous cherchez à comprendre ce qu'elle veut vous dire. C'est comme si quelqu'un vous parlait. Vous voyez, donc à ce moment-là, c'est pas un objet, c'est quelque chose de vivant, de biologique. Donc vous imaginez les pouvoirs de l'art sur notre cerveau et sur nous. Et puis tout à l'heure, on a vibré. Donc vous avez vu, Descartes, il disait « je pense donc je suis », mais la petite voix dans notre tête, c'est pas grand-chose. Quand vous avez une musique qui rentre à l'intérieur de vous, qui vous donne la chair de poule, qui fait battre votre cœur, qui vous secoue les tripes, là, vous êtes viscéralement conscient que vous existez. Donc, voilà. Mais quelle que soit la forme d'art, parce que je sais pas, je trouve que la voix de d'Aïcha est particulièrement mélodieuse, mais le hard rock peut provoquer à peu près les mêmes effets sur le cerveau. Il fait beaucoup de choses. Il y a un effet cathartique. Vous savez, les gens qui vont au Hellfest, quand ils sortent des 3 jours de Hellfest, ils sont doux comme des agneaux. Enfin, mon fils, chaque fois qu'il y est allé, il est rentré parce qu'ils ont purgé leur violence. Vous voyez, on est chez Aristote, hein, la poétique d'Aristote. Vous allez au théâtre, les acteurs, ils vous amènent dans des passions dans lesquelles vous n'auriez peut-être pas connu, mais quand vous sortez, vous les avez vécues par transitivité et vous êtes tranquille, quoi, ça va mieux, quoi. Et donc, pour continuer sur l'effet sur la prévention, art et prévention, au niveau cérébral, ça s'explique comment ? Alors déjà, vous savez, pour l'OMS, l'UNESCO, la santé, c'est pas uniquement le manque de maladie, c'est le bien-être. Donc là, tout à l'heure, on était bien, on était content. Après ça, ça élargit notre vision du monde. Donc ça nous donne plus d'options pour éviter les trajectoires pathologiques donc vous êtes mieux armés. Et puis, il y a un côté vaccination. Vous avez une œuvre d'art qui vous a plu, et ben quand ça va pas, vous pouvez la ressortir. Vous voyez, ça va être une musique qui vous a plu, une image qui vous a plu. On avait le premier qui a vécu ça, c'est Aby Warburg. Vous savez, le fondateur, il n'est pas trop connu en France, mais c'est le fondateur de l'histoire de l'art tel qu'on la pratique aujourd'hui. Le fait de rentrer dans un tableau pour mieux comprendre ce qu'il a à nous dire. Il est quand même sorti de l'asile psychiatrique en faisant une conférence sur les Indiens d'Amérique, la danse de la pluie. Vous savez, les Indiens dansent avec des serpents dans la bouche et tout. Lui, en même temps, il montrait ses serpents en disant ça. Et il a guéri. Mais quand il était petit, sa mère avait failli mourir. Et il s'était réfugié dans la bibliothèque du village en Autriche où sa mère était hospitalisée en lisant des aventures d'Indiens, Winnetou le peau rouge, vous voyez. Donc il estimait ce qu'il avait fait quand il était petit. Ces Indiens, ils sont revenus quand il était à l'asile psychiatrique. Il avait été vacciné, il est ressorti. On a des patients qui ont été... leur hospitalisation a été améliorée par une œuvre d'art avec laquelle ils ont vécu leur hospitalisation. S'ils rechutent, le simple fait de repenser à cette œuvre d'art, ça va déjà mieux. Ils ont moins mal. Vous voyez, donc il y a un côté prévention. 2 petits exemples. La dyslexie, par exemple. La dyslexie, on sait maintenant que c'est un défaut du rythme, d'apprentissage du rythme. Donc quand la maman chante avec son bébé, qu'elle lui donne des comptines et tout, elle lui apprend le rythme. Donc c'est une prévention de la dyslexie. Et puis la seule grande découverte qu'on ait fait avec l'Alzheimer, c'est qu'il faut avoir une vie intellectuelle et sociale bien remplie, non pas pour l'empêcher, mais pour que ça arrive plus tard. On se crée une réserve intellectuelle. Une réserve cognitive. Voilà, réserve cognitive, c'est la seule grande découverte qu'on ait fait. Bon, il y en a d'autres qui vont arriver, on espère. Donc le fait d'avoir une vie sociale, une vie culturelle importante, ça vous protège. Aïcha, est-ce que vous êtes sensible à d'autres formes d'art ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous donnent la chair de poule en dehors de votre voix ? Bien sûr. Oui, bien sûr. J'aime la musique, et particulièrement toute forme de musique. J'aime aussi l'art, la peinture, la danse. Enfin, j'aime beaucoup de choses. Dans votre cabinet, il y a des tableaux, il y a des peintures. Oui, bien sûr. Oui. Il y a quoi, par exemple ? Alors, c'est des choses qui sont plutôt axées sur mon activité. C'est la représentation, par exemple, du sein de la femme d'une manière assez artistique. Et c'est les patientes aiment beaucoup aussi. Et elles vous en parlent ? Oui, elles m'en parlent assez régulièrement.
Alors Dominique, vous, culture à l'hôpital, vous avez un micro aussi là, c'est quelque chose de très important pour vous. Donc racontez-nous un petit peu les actions que vous menez dans l'hôpital déjà. Après, on parlera des effets hors hôpital. Oui, mais déjà, je voulais mesurer la chance que nous avons d'être entre Aïcha et Pierre. C'est extraordinaire, mais c'est vrai que même quand vous parlez, Pierre, ça donne la chair de poule aussi, parce que je sais pas, l'hôpital, c'est vraiment le lieu de l'humanité le plus entier, le plus direct, et ça, c'est fantastique. Et je mesure surtout l'évolution. Je suis un peu comme Marie-Christine, qui se fait un peu j'étais avec la pelle et la pioche pour dire mais ça fait du bien entrer les artistes dans l'hôpital. Et comment on a pu passer en ces 20 dernières années de l'hôpital silence à un médecin qui chante, et l'hôpital aseptisé avec des œuvres d'art qui viennent de l'extérieur, des artistes qui rentrent, qui sortent. Donc c'est une évolution absolument fantastique. Et déjà à l'intérieur de l'hôpital, quand on fait rentrer l'art dans l'hôpital, ça transforme profondément. Et ça transforme profondément. Je me souviens toujours d'avoir été surprise. Je travaillais alors dans un hôpital gériatrique sur lequel on avait vraiment travaillé un hôpital culture. Avec des noms d'unités qui n'étaient pas le professeur Intel, mais l'unité Caillebotte, Van Gogh, etc. On avait peint les murs, colorié les murs, fait venir des œuvres, etc. Et tout le monde était toujours habillé, très. On avait le respect des lieux et le respect de soi-même, et même la valorisation de soi-même. Et ce qui m'avait frappé un jour, j'avais été à l'HEGP, qui est un immense hôpital avec des immenses verrières. L'hôpital Pompidou, et où je voyais des personnes en pyjama. Et c'est vrai que dans le temps, à l'hôpital, on se promenait en pyjama. Jamais, au grand jamais, dans les hôpitaux qui ont une politique culturelle, on ne verra des personnes se promener en pyjama. Ça veut dire que le fait qu'il y ait de l'art dans l'hôpital induit un comportement plus respectueux? Ah, complètement, ça j'en suis persuadée. Les rapports sont autres. Ça ne passe pas par les mots. Ça passe par quelque chose, je sais pas, quelque chose dans la tête, Pierre Lemarquis. Ça passe par quoi? Ça passe par quoi? C'est en amont du langage, donc c'est plus proche de la pensée. Le langage, c'est de la pensée qui s'incarne. Bon, l'art, c'est en amont, la musique, l'art en général, c'est en amont du langage, donc plus proche de la pensée, si vous voulez. Donc ça passe par l'empathie, quoi. C'est justement la première fois qu'on a utilisé le mot empathie, c'était une thèse de neuroesthétique, de philosophie. C'était Robert Vischer, au milieu du 19e siècle. Et donc son mot allemand, c'était Einfühlung. Einfühlung, ça veut dire ressenti de l'intérieur. Donc ça passe par les tripes. Ça passe pas par des mots, pas par une pensée élaborée. Donc c'est instinctif. C'est pour ça que ça marche aussi bien, quoi. C'est direct. Oui, Dominique. Et l'impact, on pense quand on parle de l'art à l'hôpital, on dit ah, tu chantes, ah, tu danses. Non, c'est pas forcément une activité. C'est un état d'esprit, un environnement. Et j'ai beaucoup travaillé avec les ressources humaines. J'ai beaucoup travaillé en gériatrie, où il y a énormément de burn-out, d'absentéisme. Et lorsqu'il y avait un service qui allait mal, eh bien, la directrice des ressources humaines m'appelait avec le cadre de service et me disait « Dominique, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Et dans les premières années, c'est pour ça le chemin parcouru est gigantissime. Par exemple, je disais au cadre, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Est-ce que vous aimez chanter, danser voilà. Et un cadre m'avait dit, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le tango. Dans un hôpital avec des personnes en fauteuil roulant, danser le tango, voilà. Et il se trouve que j'avais rencontré une artiste qui faisait du tango. J'avais dit, écoute, il faut que tu viennes danser absolument. Au début, dans les premiers temps, mais c'était tous les personnels du service qui disaient « Non, mais enfin, est-ce qu'elle a le temps de danser? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous, on travaille. » Le chariot de médicaments était souvent entre l'artiste. Chariot de médicaments. T'as donné le médicament à Madame Intel, qui se mettait exactement entre le piano, parce que j'avais venir dans un hôpital 6 ou 7 pianos dans chaque service. Voilà. Et c'était la perturbation. Ça a duré. Puis regarde ses jambes. On n'avait jamais vu ses jambes, comment elles dansent mal et tout ça. Après, on a fait venir les patients. On a fait venir
les soignants. Et je vous assure, c'était une flash mob dans les services. Et pour ça, il a fallu 3 ans. 3 ans. Et après, c'est plus que le langage. Et après, on parle du lien social, c'est-à-dire tu aimes ce tableau, tu n'aimes pas, et qu'on puisse se bagarrer et ne pas être d'accord dans un endroit de la où communication. tout est formaté. Mais c'est d'une hérésie et c'est formidable de créer l'espace de dialogue et de non-accord. C'est l'expression. Ce que vous dites me fait penser à une personne qu'on a reçue il n'y a pas très longtemps, qui est Caroline Simons. Caroline Simons, elle a imposé les clowns dans les hôpitaux. Elle a eu beaucoup de mal. Et puis, quand on voit le résultat aujourd'hui et l'effet positif sur ces enfants qui acceptent beaucoup plus facilement de se faire soigner, et les familles qui vivent autrement aussi la maladie de leur enfant, parce qu'il y a un peu de rire de temps en temps. Enfin, le rire, c'est comme l'art. Enfin, c'est des choses qui font du bien dans le cerveau, hein, docteur. Oui, c'est fondamental. Ça agit sur le système du plaisir et récompense, la surprise. Ouais. En musique, qu'est-ce qui nous plaît? C'est quand le musicien nous surprend. S'il nous donne l'accord qu'on attend, bon, on est content, mais s'il fait ça tout le temps, on s'endort. Mais quand une fois de temps, il fait quelque chose de nouveau, là, on a notre cerveau qui est en ébullition. Donc le rire, c'est la même chose. On fait rire parce qu'on fait quelque chose d'inattendu, quoi. Donc ça marche très bien. Et dans votre service, dans le service dans lequel vous travaillez, vous vous rendez compte qu'effectivement, les gens sont plus respectueux? Oui, alors déjà, au début, les gens sont très surpris. À chaque fois, j'ai travaillé dans plusieurs endroits et à chaque fois que je faisais, au début, il y a beaucoup de surprises. Et je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est que au début, les gens s'interrogent quand même en disant, mais en fait, quelle est la place de la musique dans le soin finalement? Elle est chirurgienne ou elle est chanteuse? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Et puis, au fur et à mesure du temps, les gens se rendent compte que ce n'est pas que du divertissement. En fait, ça a vraiment quelque chose de thérapeutique et les gens finissent par adhérer. Mais c'est vrai que les premières fois, c'est surprenant. Partout où j'ai travaillé, alors moi c'est la musique, mais effectivement il y en a qui font plein d'autres choses. Hein. Ce que je dis, moi je sais chanter, mais il y en a qui font rire les patients avant de les endormir et c'est tout aussi bien. Tout aussi bien, chacun a sa manière de toucher l'esprit de son patient, de sa patiente. Et moi, je suis persuadée que le corps et l'esprit sont liés, qu'on peut traiter le corps, mais tant qu'on ne traite pas l'esprit aussi, ça n'a pas le même effet. Et je pense que... Pardon, c'est ce que disait, je vous interromps une seconde, c'est ce que disait Pierre précédemment. Je veux dire, c'est moins de récidive, c'est assez étonnant sur le post-opératoire. Enfin, oui. Moins d'infections, les gens restent moins longtemps en réa, donc... Et puis, mais vous avez même ça dans les couveuses, quoi. Le bébé qui est en couveuse, s'il entend l'idéal, c'est la voix de sa mère qui chante, et ben il va rester moins longtemps en couveuse. C'est pas bien d'être en couveuse. Vous avez des bruits bizarres, on vous fait mal et tout. Bon, si la voix de votre mère qui chante, ben, vous aurez surtout, vous n'aurez pas un cerveau de stress. Il y a des gens qui stressent sans raison, mais parce qu'il y a eu des choses dans la petite enfance. Bon, ben là, on va limiter le risque. Vous voyez, donc. Je vous ai interrompu, pardon. Non, je disais juste que finalement. L'art commence à rentrer vraiment dans les mœurs. Moi, c'est l'impression que j'ai dans le domaine médical. Je vois ça dans plein de services. Effectivement, des pianos qui traînent dans les services. Tout ça, c'est important. Et je trouve qui ne sont pas forcément accordés. Qui ne sont pas forcément accordés. J'ai déjà essayé. Enfin, ce n'est pas encore le piano-bar. On met les bouteilles dedans, quoi. Mais oui, pourquoi aussi? Parce que j'entendais... j'ai écouté les débats hier et, où vous parliez de la prévention et où poser politiquement cette chose-là de prévention. Nous, je dis nous parce que j'ai vraiment milité pour ça, on a signé en 99 un dispositif interministériel qui liait le ministère de la Culture au ministère de la Santé. C'était juste l'hôpital et c'était juste la structure DRAC proche. 10 ans après, on a intégré le médico-social et les artistes amateurs. Et à présent, on peut dire que quand une idée nouvelle arrive, il en faut pour 20 ans. Là, on vient d'en prendre pour 20 ans. Ça commence à rentrer, comme vous le dites, dans les services, ça s'inocule. Et ça s'exprime de différentes manières.
L'art à l'hôpital rentre de plusieurs manières, ne rencontre pas les mêmes interlocuteurs, les mêmes métiers. Il y a 202 métiers dans un hôpital, et a des objectifs tout à fait différents. Le plus évident, qui sert en même temps d'affiche, effet d'affiche et de communication, c'est l'œuvre d'art, le 1%, la création, qui est obligatoire quand on fait une maîtrise d'œuvre. Et là, je peux vous citer par exemple Créteil, Henri Mondor, qui l'année dernière a réalisé une fresque de 400 mètres carrés. Et là, dans ses objectifs, ça rentrait dans un bon accueil. C'est plaisant, c'est un bon accueil. Ça peut en rester là. Je me souviens qu'à l'hôpital dans lequel j'étais, eh bien, on avait fait venir un artiste qui avait son atelier au Japon et à Paris, qui travaillait sur la nature. Et là, on a fait réaliser un arbre, qui est toujours d'ailleurs à l'entrée de l'hôpital, qui est une invitation à entrer dans l'hôpital. Et là, l'objectif, c'était, comme c'est un hôpital qui ouvrait, d'inviter la ville à participer déjà à la construction de l'hôpital. Et donc, avec les enfants de la crèche d'à côté et les premières personnes résidentes de l'hôpital, eh bien, on est allé ramasser des branches dans la forêt. Oui. Je vous interromps. Pierre Lemarque, rentrer dans un hôpital qui ne ressemble pas à un hôpital, c'est très positif? Oui, bien sûr, ça change tout. Puis rentrer au bloc opératoire, et si on vous demande qu'est-ce que vous voulez écouter comme musique, ça change tout aussi. Vous voyez, c'est pas donc... c'est important, parce que dans toutes les cultures, sauf la nôtre, l'art est associé à la médecine. Vous prenez les chamans, quel que soit le type de guérison, il y a de la musique, il y a des images, il y a des parfums, il y a des choses comme ça. Donc nous, on l'a un peu oublié parce qu'on voulait quelque chose de cartésien, justement, de très carré. Il faut redonner un peu d'humanité à l'hôpital. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, c'est très important. Charcot, le premier neurologue au monde, donc à la Salpêtrière, il a écrit un petit livre à la fin de sa vie qui s'appelait La foi qui guérit. Alors tout le monde se demandait, ce type aussi rationnel, qu'est-ce qui est... Il disait simplement, il s'est occupé justement du bureau de vérification à Lourdes des miracles, etc. Mais il disait les pouvoirs donc de l'esprit sur le corps, quoi. C'est très important. Même si ça va pas nécessairement guérir, ça va donner envie de guérir, et ça c'est fondamental. Il y a combien de gens qui jettent l'éponge? Alors, je voudrais qu'on parle maintenant un peu de l'art hors de l'hôpital. Il y a eu une dépêche ce matin, enfin un communiqué de presse de l'AP-HP qui fête ses 10 ans de partenariat avec le Louvre. Et oui. Et donc, on est en plein dans le sujet. Donc, Dominique, vous aussi, vous faites la promotion de l'art hors de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait en pratique? On emmène des patients visiter des musées? Vous faites quoi? Alors, oui, c'est un gros projet avec le Louvre que la PHP mène depuis quelques années déjà. Et ce sont des conférenciers qui viennent dans les hôpitaux, qui sont presque en résidence en fait. Là, ils amènent des artefacts, des reproductions. Alors, il y a des conférences, bien sûr, mais il y a des conversations, des cafés Louvre, et puis il y a des ateliers d'art plastique en fait. Parce que dans la manifestation de l'art et de la culture à l'hôpital, il y a le côté réception, émotion, passivité du patient, quelque part, mais il y a aussi le fait de le rendre actif. Et dans les différentes manières d'intervenir auprès du patient, eh bien, il y a des portes différentes. Il y a l'art-thérapie, qui est une spécificité, voilà. Et puis, il y a l'animation. Et puis, il y a la rencontre avec les artistes et les intervenants culturels. Donc, c'est encore un hôpital tout entier, une communauté hospitalière qui se retrouve avec des expositions du Louvre qui sont commentées et qui sont avec des ateliers qui sont réalisés. Donc, ce ne sont pas les patients qu'on emmène au Louvre. Aussi. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous envisageriez d'aller à un concert avec vos patientes? Pourquoi pas? C'est clair. Ça serait super. Ouais, c'est un partage qui permet après d'avoir une meilleure complicité et donc une efficacité supérieure. Oui, c'est vrai, ça vous donne des idées. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec vos patients?
Alors bon, dans mon bureau, j'ai bien sûr plein d'œuvres d'art affichées, et puis mais je ne les force pas. S'ils sont intéressés, bon, on en discute, et puis ça peut leur faire du bien. Et puis bon, j'ai la chance sur Lyon d'avoir pu faire des expériences avec notre association, l'Invitation à la beauté. Donc on a pu mettre... Comment s'appelle votre association ? L'Invitation à la beauté. D'accord, magnifique. Pas mal quand même. Ça fait déjà du bien. Alors on a eu l'aval de la doyenne de Lyon Sud, d'un directeur d'hôpital, d'un chef de service, donc c'était parfait. Donc le principe qui se fait à beaucoup d'endroits, mettre des œuvres d'art dans un service de médecine, c'est un service de médecine interne. Donc les patients sortent de leur chambre, ils vont regarder les œuvres d'art, et l'originalité, c'est qu'ils accrochent avec une œuvre, on leur met dans la chambre. Donc c'est eux qui la choisissent. Donc ils l'ont dans la chambre et ça change tout. Ils ne parlent plus des perfusions, ils ne parlent plus de la douleur. Ils ont un ami dans la chambre avec qui ils discutent, qui va partager leur hospitalisation. Et vis-à-vis du personnel soignant, c'est extraordinaire. On parle de l'œuvre d'art. On a vu des infirmières qui revenaient après leurs heures de travail rediscuter de l'œuvre d'art avec le patient. C'est pas... Oui. Et surtout, les patients qui se trouvent comme ça hospitalisés, il y en a plein, ils ne seraient jamais allés au musée. Ils pensaient que ça ne les concernait pas, que c'était quelque chose. Alors là, ils sont en contact avec une œuvre d'art, un ami qui va les aider pendant leur hospitalisation. Après, ils vont au musée, ils vont dans les artothèques, etc. Ils ont compris qu'eux aussi, donc c'était une bonne façon d'introduire des initiés à l'art. Mais on a de tout. C'est souvent beaucoup d'artistes qui nous ont donné des street artistes de Lyon, qui nous ont fait des œuvres d'art, et puis des photographes. Donc c'était pas des œuvres qui coûtaient cher. Tout le monde était content. La doyenne, le directeur de l'hôpital, parce que ça lui faisait quand même quelque chose qui lui a quasiment rien coûté, et puis qui a bien marché. Donc ça continue maintenant, l'hôpital d'enfants, dans le service de gériatrie, ça prend de l'expansion. Donc c'est quelque chose qui marche bien, qui coûte rien, et qui est très efficace. Oui, Dominique. Et pour en revenir à la prévention, et pour connecter avec la précédente table ronde, au CHU d'Angers, ils ont mis un vélo connecté pour les patients. Et ils peuvent choisir d'aller à la campagne, de faire du vélo, etc. Mais ils peuvent aussi choisir d'aller visiter un musée, puisque tous les musées, maintenant, ont un programme immersif. Donc, les patients choisissent. Et le médecin qui organise ce service et qui a fait venir ce vélo connecté s'en sert comme prévention. C'est-à-dire qu'il dit, ça m'aide à déjà voir les questions de motricité, en fait, et même les troubles cognitifs. Et donc, pour reprendre Pascal, que vous avez cité tout à l'heure, c'est dans le sens de divertirer, c'est-à-dire se divertir, être ailleurs. Et là, on se transporte ailleurs, et les possibilités... je veux dire, on n'est plus malade, quoi. Et voilà. Donc, ce que j'avais envie de dire, il s'en sert comme un outil de prévention. On a pas mal parlé, quand on téléphonait, des problèmes de la maladie dépressive. Est-ce qu'on peut encore être sensible à l'art quand on est en pleine dépression ? Comment ça peut être une aide ? Comment on peut essayer de faire venir l'art aux patients pour qu'ils s'intéressent au beau ? Alors bon, bien sûr, dans une énorme dépression, ça peut être très difficile, les gens ne veulent plus rien entendre du tout. Mais la musique, c'est quand même quelque chose de très profond. Et si on prend l'exemple de Chopin, Tristesse de Chopin, vous êtes déprimé, vous écoutez Tristesse de Chopin, Chopin il vient, donc il vous fait sécréter toutes ces bonnes substances, dopamine, antidépresseurs et tout. Mais en même temps, Chopin, vous savez, il vous raconte une histoire, comme vous nous avez chanté tout à l'heure. Donc il raconte ça, donc c'est quelqu'un qui est là, qui vient, qui vous parle, il vous dit que lui aussi il a été triste, etc. Donc quand vous avez fini Tristesse de Chopin, vous êtes beaucoup moins triste. Il est reparti avec votre tristesse et ça va mieux. Donc ça explique que même une œuvre triste, si elle est belle, ça vous fait du bien et ça vous soulage de votre tristesse. Et puis souvent, vous êtes triste parce que vous tournez en rond. Donc c'est toujours les mêmes idées qui reviennent. L'œuvre d'art, elle vous amène ailleurs, elle vous fait sortir de votre cage, vous arrêtez de tourner en rond, vous voyez les choses du haut de la montagne et puis vos soucis deviennent plus petits. Donc vous pouvez les oublier. Aïcha, est-ce que vous adaptez vos chansons à vos patientes ? Est-ce qu'il y a un type de chanson, en fonction de la personnalité de la patiente, oui, par exemple ? Oui, il y a des patients qui me demandent leurs chansons préférées, par exemple. Ouais. Oui, je m'adapte aux patients, je m'adapte... Après, c'est pas... C'est intuitif, en fait. Et puis, je connais mes patientes avant de les opérer, donc j'ai déjà discuté avec elles, je les connais un peu. Et puis des fois, on parle un peu de nos hobbies, ça fait partie de la vie. Et on parle des fois de musique, et ça me permet aussi de m'adapter aux patientes. Et des fois, elles me disent, en fait, ma chanson préférée, c'est Aznavour, je veux cette chanson. Je sais que celle-là me fera voyager, et je chante cette chanson quand je peux.
Magnifique. Un dernier petit mot sur... vous voulez conclure, Dominique, sur tout ce qui est culture hôpital ? Non, sur la dépression, en tout cas, nous, on l'a rencontrée à travers les aidants. On accompagnait vraiment les personnes malades à travers des programmes artistiques et culturels. Et on s'est vite aperçu que ce n'était pas suffisant et qu'il y avait un autre futur malade à côté c'était l'aidant. On va être, en ce moment, c'est de 8 à 11 millions. En 2030, un aidant sur 4. Enfin, il y aura, et donc, c'est vraiment à prendre en considération. C'est sûr. C'était important d'en parler, vous avez raison. Oui. Et là, alors on a fait des programmes, des doubles parcours, parce que l'aidant, j'ai pris des chiffres, mais on ne va peut-être pas citer les chiffres. Parce qu'on a pratiquement fini on notre a pratiquement temps. fini. Mais donc des programmes avec l'aidant et avec le proche. Ce qui ressort surtout chez les aidants, c'est la fatigue, l'anxiété, et ils veulent, je rebondis là-dessus, être ailleurs. Ils ne veulent plus entendre parler de la maladie, mais c'est aussi en plein paradoxe, parce que l'envers du décor, c'est qu'ils ont quand même terriblement besoin d'en parler. Bien sûr. Alors, on va au musée, on s'adapte aussi à leurs horaires de travail, en allant faire des apéros-concerts le soir, ou aller à faire des visites au musée, et on prend un verre après. Donc, tout le monde parle d'autre chose, on est heureux, on est ailleurs. Mais en même temps, on a quelqu'un pour en parler, et on sait que les autres partagent les choses. Donc ça, c'est extrêmement important. Merci. Et il y a autre chose aussi, ça renoue le dialogue avec le proche, vivre au quotidien avec un proche malade, en plus avec atteint de troubles neuroévolutifs. On ne reconnaît plus son proche, le proche ne vous reconnaît plus, ce sont des deuils successifs. Oui. Mais quand on est devant une œuvre d'art, qu'on écoute un morceau, la tristesse, eh bien, on se reconnecte et on apprend à vivre autrement. Merci. Et ça, c'est fondamental. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions ? Oui, madame ? Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions au cours de cette table ronde. Alors, allez-y, on vous entend. Ça marche ? C'était juste pour vous dire que voilà, c'est une réaction plutôt. J'ai créé un fonds de dotation et une société qui s'appelle Hope We Care et qui va dans les hôpitaux. Et on a proposé quoi dans les hôpitaux ? On a fait venir des artistes, Calogero, M, etc., pour faire des concerts. On a fait des activités, des ateliers de dessin qui s'appellent Hope Dessine ta fenêtre, c'est-à-dire que les patients dessinaient ce qu'ils voulaient voir à travers la fenêtre de leur chambre. On a fait des activités non seulement pour les patients, mais également pour les soignants, avec des programmes comme du yoga du rire, des choses un peu divertissantes. Et donc, c'est vraiment pour dire que ces activités artistiques, même des casques virtuels pour aller visiter des musées de la chambre d'hôpital, et tout ça, effectivement, contribue au bien-être, non seulement des patients, mais il ne faut pas les oublier également des soignants. On rénove des salles dans les hôpitaux, les salles de garde, les salles de pause. On l'a fait là récemment dans un hôpital parisien. Et on a mis quoi ? On a mis des couleurs, on a mis des grands posters avec des photos d'artistes, on a mis des petits coussins, on a mis des choses un peu zen et agréables qui font que même les soignants, c'est par le beau, en fait, qui retrouvent un bien-être et qui peuvent mieux faire leur travail à l'hôpital. Donc ça passe par les soignants et également par les patients. Et la culture, l'art et le beau, c'est essentiel pour tous, en fait. C'était juste une petite réaction. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en avais peut-être... Ah, non, pas pour le moment. J'en avais peut-être une, parce qu'effectivement, je trouve que en matière d'art, la psychiatrie a souvent été pionnière. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, d'autres spécialités sont en train de réaliser vraiment l'impact que peut avoir l'art sur la guérison, en tout cas sur l'accompagnement vers la guérison? Oui, il y a beaucoup de sphères de psychiatrie, neurologie, quoi. Donc bien sûr au départ. Mais c'est vrai que c'est marquant. Les cardiologues s'y mettent vite. Les cardiologues sont très pragmatiques, hein, donc ils ont compris que ça marchait bien. Et tout à fait, la musique pour le rythme, pour le massage cardiaque. Tout à fait, tout à fait. Et puis même ta pièce, il pensait, il y a un patient dans une exposition qui a fait un infarctus, et puis il a vu la toile de ta pièce et il est revenu à la vie. Donc il pensait que cette toile, si on avait la migraine, on
se mette un peu une de ses toiles sur la tête et puis ça passait. Enfin, il allait très loin. Mais bon, donc il y a plein de spécialités, bien sûr. Ceci dit, nous, on a peut-être une vision faussée parce que tous les gens qui viennent à nous sont d'accord avec nous, quoi. On rencontre rarement les gens qui ne sont pas intéressés par l'art, ils ne nous en parlent pas, quoi, si vous voulez. Mais vous voyez, à Lyon et dans d'autres endroits, on a réussi à convaincre des directeurs d'hôpitaux, donc des administratifs, et qui étaient très contents de ce qu'on a pu faire. Vous voyez. Même des policiers, même... On a fait comme ça ce qu'on appelle un éclat de beauté à Lyon, en plein crise des Gilets jaunes, de grève des trains, etc. On était allé à la gare de Lyon-Perrache avec des jazzmen, ils ont joué, nous on a distribué des poèmes, tout le monde était content, et la police est venue, on était un peu inquiets, et donc ils sont venus, ils ont dit « revenez quand vous voulez ». Formidable, bravo. Mais l'un et l'autre, vous deux médecins, est-ce que alors, la proportion de personnes qui rentrent dans votre cabinet, le patient, et qui ont l'air manifestement sans aucun intérêt pour l'art, hein, c'est quoi à peu près la proportion? Je pense que ça n'existe pas. Bon. Je pense que toute personne a une petite fêlure qui laisse passer la lumière. Vous voyez, donc oui. Et vous, c'est pareil ouais. Il n'y en a pas un qui vous dit « Ah non, ça vraiment, c'est pas mon truc non. Ils le croient, mais c'est pas vrai. Si on creuse un peu, Est-ce qu'on a un cerveau qui est fait pour aimer l'art? Oui, il n'y a pas une seule culture au monde qui ne pratique pas d'activité artistique. Donc il n'y a pas de raison. Ouais. Voilà. Hélène? Est-ce qu'il y a... Non, pas d'autres... Oui, monsieur, on vous écoute. Bonjour, excusez-moi de mes questions qui sont peut-être un peu type administrateur. C'est-à-dire que j'aurais aimé connaître, moi, le taux d'établissements hospitaliers qui utilisent ou mettent en œuvre un petit peu ce type de confort et de dialogue avec les patients et au niveau des équipes médicales. Et deuxièmement, éventuellement, comment c'est financé? Est-ce que c'est du bénévolat? Est-ce que c'est pris en charge par l'établissement? Est-ce qu'il y a des subventions? Merci pour cette question. Dominique Spies. Alors, quand on a signé la convention en 1999, on avait un but qui était de former des responsables culturels hospitaliers. On n'a pas réussi. Même dans les CHU, je crois que c'est 20% de personnes dédiées à la culture. En revanche, ce qui est tout aussi bien finalement, c'est que l'idée faisant son chemin, et notamment grâce aux travaux de Pierre et des neuroscientifiques, grâce au dernier rapport de l'OMS en 2019, 900 études montrent l'impact de l'art sur la santé. Donc on est dans un sleeping car, nous qui avons vraiment... donc l'idée se propage. Et maintenant, les médecins qui me disaient au départ, mais fiche-moi la paix, moi je soigne, je ne suis pas là pour chanter, comme je vous remercie d'être là, c'est extraordinaire. Maintenant, ils disent plus ça, parce que dans leur service, ils prennent en charge un projet culturel où ils sont souvent musiciens, où ils ont une appétence, en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, on manque encore de formation. J'ai créé un DU à la Sorbonne qui s'appelle Culture, Soins et Accompagnement, qui s'adresse à tous, aussi bien les artistes que les directeurs de structures culturelles, hospitalières, médico-sociales, donc à toute une communauté intéressée par le sujet. Mais c'est encore trop peu. Enfin, il y a une appréhension quand même de rentrer à l'hôpital. Mais attention, danger. Dès qu'on met le pied dans l'hôpital, on ne le quitte plus jamais. Voilà. Attention, danger. Attention, danger. Donc bientôt tous les établissements, je pense, aussi bien hospitaliers que médico-sociaux, en tout cas, ils ont tous une oreille qui est en train de se renseigner. Alors les financements, les financements, la décentralisation du programme interministériel DRAC et ARS en région consacre une enveloppe, chacun paye un tiers et l'hôpital ou l'établissement désormais paye un tiers. Mais la porte est étroite, il ne faut surtout pas parler d'art-thérapie, il ne faut surtout pas parler d'animation, il faut parler de l'art à l'hôpital. Et ce qui est une très bonne chose d'ailleurs, mais la porte est étroite. Et là, il y a un vrai problème parce que pendant toutes ces années, donc ça fait plus de 20 ans, on avait un délégué interministériel à la fois au ministère de la Santé et au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture est toujours présent, il a changé, mais on lui a mis dans sa casquette la prison, le handicap, la vieillesse, enfin, il s'est trouvé submergé de programmes différents et plus spécifiquement dédiés à l'hôpital. Et à l'ARS, au ministère de la Santé, il n'y a plus personne. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Merci beaucoup.
Pas d'autres questions, nous arrivons au terme de cette table ronde. J'ai peut-être envie aussi de partager alors sur un autre champ de la prévention, mais peut-être aussi que... Ça s'écrit comment ? Bonne question, Anne. Mais peut-être aussi que le rapprochement entre le milieu artistique et le milieu de la santé peut aussi favoriser donc la déstigmatisation de certaines pathologies ou de la maladie ou du handicap, de la maladie. Et j'ai en tête des petites expériences qui ont pu être menées notamment à Lille grâce à ce rapprochement entre les musées et l'hôpital, avec notamment une exposition sur le baby blues des femmes ou sur la maladie psychique. On en a parlé hier à propos d'autres pathologies. Donc voilà, c'est une autre forme de prévention. On applaudit Aïcha. Ah oui, absolument. Merci beaucoup, merci à tous les trois, merci beaucoup Anne.